C'est relativement simple, c'est que j'avais écrit Petite Poussette pour parler, je l'avais présenté ici à la librairie Dialogue chez Charles Kermarek. Et cette Petite Poussette m'avait incliné à réfléchir sur les transformations que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. C'est-à-dire cette espèce de bascule que nous sommes en train de subir ou de produire selon les postes que nous avons. Et cette transformation m'a paru extrêmement nouvelle. D'ailleurs, j'en reparle à la fin du Gaucher boiteux en essayant de dire, de définir l'âge que nous vivons. Bon. Et donc, j'ai été frappé par la nouveauté de ce qui nous arrivait. Et ce qui nous arrivait à de multiples points de vue, et en particulier du point de vue de l'arrivée de nouvelles technologies que je définis justement dans Petite Poussette. Et dès le moment où je m'apercevais qu'il y avait là une innovation considérable, ou une invention, ou une nouveauté considérable, j'ai été amené un peu à généraliser cette affaire. C'est-à-dire à dire, mais qu'est-ce que c'est que la nouveauté? Qu'est-ce que c'est que l'invention? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Et il se trouve, par hasard, que mon métier, toute ma vie, j'ai occupé des postes qui s'appelaient Histoire des sciences et des techniques, et que dans l'histoire des sciences et des techniques, on est toujours amené à réfléchir sur les inventeurs, sur les inventions, clarifier un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot très à la mode. Toutes les entreprises innovent, vous l'avez remarqué. Tout le monde investit sur l'innovation. Alors, ça serait quand même intéressant de savoir ce que c'est. Voilà. Alors donc, Le Gaucher boiteux est un livre sur l'innovation et c'est la suite de Petite Poussette. Voilà, en gros. Voilà. Vous savez qu'en langue française, on distingue généralement invention et découverte. Alors, invention, ça veut dire que l'homme ou l'inventeur promeut une nouveauté absolue qu'il a lui-même inventée, qui n'a rien à voir avec ce qui le précède et ce qui existe. Et au contraire, la découverte, ça serait que quelqu'un arriverait à un endroit donné ou à un processus déterminé et qu'il découvrirait ce qui est déjà là et que personne n'a vu. Donc dans un cas, il invente quelque chose qui n'a pas lieu, et dans un autre cas, c'est quelque chose qui a lieu, qui n'avait pas été découvert, qui n'avait pas été trouvé. Et je trouve que cette distinction n'est pas très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle distingue les inventions des humains, d'une part, et les choses qui sont dans la nature de l'autre. Je vais raconter les choses autrement. Vous avez dit que j'ai été élu à l'Académie française en 90. Et en 91, ils m'ont fait un sale coup. Ils m'ont dit, puisque tu es un peu plongé dans les sciences, tu vas faire une conférence à l'Académie des sciences. Vous pensez bien que je n'avais pas un poil de sec, parce que l'auditoire était vraiment très choisi, avec des prix Nobel partout, vous voyez. Et alors, j'ai essayé humblement de les remercier, de leur dire, vous m'avez appris beaucoup de choses, des mathématiques, de la physique, etc. Mais, au fond, vous ne m'avez appris qu'une chose. C'est que depuis 50 ans, 60 ans, chacun d'entre vous, que vous soyez biologiste, que vous soyez astronome, que vous soyez médecin, vous savez désormais dater vos objets. C'est-à-dire, l'astronome sait dater le Big Bang, et il sait dater la naissance d'une planète ou d'une étoile. Le biologiste sait dater l'arrivée d'une espèce, etc. Le médecin sait dater l'arrivée d'une maladie, et ainsi de suite. Et par conséquent, dès le moment où les sciences arrivaient à dater leurs objets, alors, tout d'un coup, on pouvait imaginer une histoire du monde. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on pouvait dire qu'il y a 15 milliards d'années, le Big Bang était un événement parfaitement imprévu, nouveau, et qu'il avait explosé à un moment donné, il y a 15 milliards d'années, et puis que peu à peu, tout ce qui s'était placé à partir de lui, à partir de la barrière de Planck, les choses s'étaient refroidies, avaient donné des galaxies, avaient donné des étoiles, puis des planètes, etc. Et donc c'était une histoire telle qu'on la raconte lorsqu'il s'agit de Charles Quint, de Napoléon ou de Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'est une histoire. Et il y avait une histoire du monde. Et d'ailleurs, dès le moment où on pouvait imaginer que... À 15 milliards d'années, oui. Ah non, mais pour ce qui concerne la Terre, alors vous, monsieur, vous êtes géophysicien, vous nous avez dit que la Terre avait 4 milliards d'années. Et que dans l'histoire du monde, il y avait l'arrivée d'une nouveauté qui était la planète Terre et qui avait 4 milliards d'années. Et oui, alors,
vous savez, la description et l'évolution de cette planète. Ah oui, mais justement, vous êtes relayé par le biologiste, lui, qui dit qu'il y a 3 milliards 800 millions d'années, une molécule est arrivée sur cette Terre et s'est mise à se dupliquer. Ah mon Dieu, mais c'est un événement parfaitement nouveau qui n'était ni prévisible, vous voyez, qui était parfaitement inattendu. Ah oui, alors dans ce cas-là, si on peut raconter cette histoire-là, cette histoire qui part du Big Bang, qui raconte l'histoire de l'univers, puis l'histoire du monde, puis l'histoire de la planète, puis l'histoire des molécules, puis l'histoire des espèces, parce qu'à partir des molécules qui se développent, alors il y a des espèces qui naissent. Alors, il y a des espèces comme les gigantostracés, puis les poissons, puis les oiseaux, puis etc., qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont parfaitement inattendus. Et d'ailleurs, les biologistes disent que quand il y a une mutation, apparaît ce qu'ils appellent un monstre prometteur. Vous voyez ? Et c'est très joli comme expression. C'est un monstre prometteur, c'est-à-dire il est inattendu sur la planète, il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, vous voyez ? Et s'il est pas adapté, ben il meurt comme un monstre, mais s'il est adapté, il crée une nouvelle espèce. Il est prometteur, vous voyez. Et donc, si vous racontez donc cette histoire, vous, l'astronome, vous, le géophysicien, vous, etc., si vous racontez cette histoire, alors on peut dire que le monde invente. Hein, c'est-à-dire que le monde a inventé. Ah oui, alors dans ce cas-là, on ne fera pas la définition entre inventer et découvrir, puisque c'est le monde lui-même. C'est le monde lui-même qui invente des choses nouvelles. C'est la planète Terre, justement, qui est le siège de ce développement des molécules qui font un monocellulaire, puis des pluricellulaires, puis des pluricellulaires avec une coquille, avec un exosquelette, et puis ensuite, etc. Vous voyez ? Bon, toute l'arrivée des espèces. Et donc, ah oui, alors, si vous prétendez inventer madame, si vous prétendez inventer monsieur, alors dans ce cas-là, regardez comment le monde a fait. C'est le monde qui nous apprend, justement, invention ou découverte, ça m'est égal, mais le surgissement de la nouveauté. Alors, évidemment, dans la petite poussette, j'avais trouvé le surgissement d'une nouveauté contemporaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée des nouvelles technologies, qu'est-ce que ça va changer dans nos relations, dans nos métiers, dans notre politique peut-être, etc. Oui, mais ce changement, il est parfaitement nouveau, imprévisible. D'ailleurs, on ne sait pas où on va vraiment. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Vous voyez, il n'y a pas seulement les sociétés qui inventent, ou les personnages, ou les individus qui inventent, mais il y a aussi l'univers, le monde. Et par conséquent, le premier chapitre de mon livre est une sorte d'hymne, oui, d'hymne poétique, si vous le voulez bien, à la beauté du monde et à son invention perpétuelle. Vous voyez, et cette invention perpétuelle est un modèle de pensée, du coup. Vous voyez, alors vous direz que ma philosophie est animiste, si vous voulez, tout ce que vous voudrez, ça m'est égal. Mais je suis persuadé maintenant qu'avec l'arrivée des sciences telles qu'elles se sont développées depuis un demi-siècle ou peut-être un peu moins, on arrive à un récit extraordinairement détaillé, un récit extraordinairement enthousiasmant de nouveautés perpétuelles. Et ces nouveautés perpétuelles, c'est de l'invention. Et par conséquent, je crois en effet que le monde est notre maître à ce point de vue. Voilà. Évidemment, ça n'a pas l'air sérieux de créer des personnages, ça ne fait pas philosophique, ça fait un peu littéraire, n'est-ce pas ? Bon. Alors, je vais essayer de me défendre sur ce point. Voilà. S'il y a parmi vous des gens qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie, ils savent que la philosophie de langue anglaise américaine est plutôt technique, logique, etc., linguistique, et que la philosophie de langue allemande est plutôt attachée à des concepts métaphysiques, etc. Bon. Mais il y a une tradition de philosophie de langue française, une vraie tradition. Et cette tradition ne distingue pas, ou distingue très très mal, la littérature et la philosophie. Vous voyez ? Par exemple, je prends un exemple. Si vous cherchez à penser la différence qu'il y a entre le hasard et la fatalité, et le hasard et la nécessité, on peut lire des livres de métaphysique sur cette question. Mais il y a un certain Denis Diderot qui, voulant faire un traité sur cette question, mais ne va pas faire un traité qui s'appellera Le hasard et la nécessité. Non, il met à cheval deux personnages, dont l'un s'appelle Jacques le fataliste, et son maître, et il les fait se promener à cheval sur la campagne française, et ils discutent, et il leur arrive mille et une choses. Il fait un roman.
Et cette tradition-là, qui est celle de Voltaire dans Zadig, qui est celle de Montaigne, qui est pleine de personnages, qui est celle de Descartes, qui est celle de beaucoup de philosophes français, c'est une sorte de... Et tout à l'heure, j'ai parlé à propos de la science de récit. Eh bien voilà, maintenant je parle à propos de philosophie de récit. Et ces récits sont la vie ou la conduite de certains personnages. Alors, il est plus intéressant, à mon avis, de chercher à brosser le portrait de l'inventeur que de dire par concept comment on invente, car on ne sait pas vraiment. Alors j'ai essayé de brosser le portrait de ce gaucher boiteux qui me paraît être précisément le portrait même de l'inventeur. Voilà. Voyons, puisque nous parlons de héros, puisque nous parlons de Jacques le Fataliste, de Zadig, ou des héros, ou des personnages, si vous allez au cinéma, vous vous apercevez que la grande fabrique des héros modernes se fait non loin de Los Angeles, n'est-ce pas, à Hollywood, et que ça a fabriqué des héros comme Tarzan, comme Superman, comme, vous voyez, des gens comme ça. Vous le voyez, Tarzan, un peu, vous voyez, très costaud, un peu, oui, voilà, avec un petit pagne bien propre, vous voyez, hein, avec c'est Jane, je crois, elle s'appelle, hein, qui est aussi assez bien habillée avec une pièce, et pas deux pièces, une pièce, parce qu'ils sont très, très puritains. Mais si vous prenez Tarzan et que vous la mettez dans la vraie jungle, quelle est la probabilité de leur survie dans une jungle, Tarzan un quart d'heure. Pas plus d'un quart d'heure, n'est-ce pas? Alors on dit c'est le seigneur de la jungle, oui, mais il va crever en un quart d'heure, il n'y a pas de doute. Donc c'est des personnages qui sont des hyper comme ça fabriqués, et c'est des imbéciles, tout simplement, de vrais imbéciles. Bon. Alors oui, c'est intéressant le mot imbécile. Imbécile, c'est un mot français qui a pour origine bacilla, le mot latin, qui veut dire la canne. Vous voyez? Et l'imbécile, ben, il boite, il a besoin d'une canne. Vous voyez? Imbécile, ça veut dire ça. Ben, il est boiteux. Ça, tiens, le voilà. Nous y sommes. C'est-à-dire, c'est pas du tout Tarzan, c'est pas du tout Superman. C'est quelqu'un qui a un manque. Ou plutôt, il a un manque, il est boiteux, et puis il fait partie d'une minorité. Il est gaucher. Vous savez qu'il y a 8% de gauchers, j'en fais partie, je connais. Il fait partie d'une minorité, donc il n'est pas majoritaire. C'est pas un Superman, vous voyez. Donc il est un peu profil bas, vous voyez, plutôt faible que fort, plutôt désadapté que bien adapté. D'accord, très bien. Alors, pourquoi lui donner de telles faiblesses? Ah, mais c'est très simple. C'est que si vous regardez une vache faire son veau, vous vous apercevez tout de suite que le veau, dès sa naissance, il sait marcher plus ou moins, il va tout seul téter les mamelles de sa vache, de sa mère, etc. Et il est tout de suite adapté à l'environnement dans lequel il est en train de naître. Et ça qui est vrai, si vous voulez, je ne sais pas moi, de l'expérience qu'on a des animaux domestiques, est éminemment vrai de tous les bêtes sauvages. C'est-à-dire, une bête sauvage est adaptée à l'environnement ou à la niche écologique dans laquelle elle survit. Mais l'homme n'est pas adapté du tout. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire, dès qu'il naît, vous savez, il est très faible, il faut que la femme le porte, il faut qu'elle lui indique l'endroit du sein, et il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, etc. On est très faible, très adapté par rapport à un nouveau-né animal, sauvage ou domestiqué. Et parce qu'on est justement désadapté, on est obligé d'inventer ce qui nous manque. Et par exemple, j'ai parlé des habitats du terrier, j'ai parlé, etc. Mais vous avez remarqué que l'homme fait un igloo ici, il fait une maison là, il fait un autre type d'habitat ailleurs. Et pourquoi? Parce que lui, il est obligé de compenser par la culture ce qui lui manque par nature. Vous entendez ça? De compenser par ses inventions culturelles ce qui lui manque par nature. Et donc, puisqu'il compense par ses inventions culturelles ce qui lui manque par nature, nous sommes un animal qui manque. Et on invente parce qu'on manque.
Et ça, c'est la nature humaine. Et par conséquent, je vous ai dit profil bas. Hein, ouais. Il boite un peu, bon, il n'est pas parfaitement adapté. Il est gaucher, il fait partie d'une minorité. Vous voyez, donc, c'est une manière de dire que l'homme a cette misère-là profonde, vous voyez, de ne pas être adapté immédiatement au monde, d'avoir pas une nature telle qu'il peut immédiatement survivre. Il est obligé d'inventer. Alors, si vous êtes Lapon, vous allez inventer un igloo. Si vous êtes dans telle et telle vie de l'Asie, vous allez inventer une dourte. Et toute la culture, c'est des inventions pour pallier ce manque. Et donc, j'ai pris à l'inverse du héros, vous savez, du héros comme ça, du héros Superman ou Tarzan, voilà, quelqu'un qui est voilà, un peu mal foutu. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à l'inventer, pas du tout. Parce que dans la mythologie grecque, si quelqu'un parmi vous connaît bien la mythologie grecque, il s'aperçoit qu'il y a des Hercules, etc., bien sûr, il y a des Junon, il y a des Vénus, parfaitement belles, etc., mais ils n'inventent rien. L'inventeur, il s'appelle Héphaïstos, Vulcain en langue latine, et il vit en dessous de l'Etna, il est forgeron, et là, dit toute la mythologie, il invente tout. Il invente des robots, il invente, etc. C'est l'inventeur perpétuel, Héphaïstos. Et justement, il est bossu. Et il est tellement boiteux qu'il fait rire tous les copains dieux quand ils rentrent dans le banquet des dieux au sommet de l'Olympe. Il est irrisible. Ah oui, mais il invente tout. Voilà. Et voilà, en gros, le personnage que j'ai voulu mettre en scène. On invente par notre faiblesse. Ne soyez pas honteux de votre faiblesse, c'est votre force. Ne soyez pas honteux de vos manques, c'est précisément là que vous êtes bon. Voilà. C'est précisément parce que nous sommes des êtres amoindris que nous sommes des hommes. Et ne croyez jamais au mythe du Superman. Le Superman, c'est toujours un imbécile. Toujours un imbécile. Et plus que ça, il ne réussit qu'à coups de poing et par la violence. C'est donc un criminel en plus. Oui. Et bien pas petite poussette, ni justement le gaucher boiteux. Voilà. Alors, elle est petite, poussette, vous remarquez, elle pousse. Oui. Et tous mes personnages sont un peu comme ça, un peu en bas, pour faire voir ça, pour faire voir que notre puissance à nous, les hommes, c'est notre faiblesse. Alors, boiter, maintenant, on va rentrer dans le problème de l'invention. Alors, pour rentrer dans le problème de l'invention, on peut raconter, j'aime bien raconter des histoires, voilà. Nous allons partir en voyage, on va organiser notre voyage, très bien. Alors, on va avoir un itinéraire, n'est-ce pas? On va s'adresser à une compagnie de paquebot qui va nous organiser tout le voyage, très bien. Et puis, on va avoir un itinéraire, on va aller à tel et tel endroit, voilà. Et il n'y a rien de plus emmerdant que ça, hein, bien sûr. Parce qu'on va là, bon, on va aller voir le Parthénon d'Athènes, et puis ensuite on va aller voir les pyramides d'Égypte, etc., avec tous les marchands qui nous emmerdent, etc. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que c'est qu'un voyage réussi? Un voyage réussi, ce n'est pas celui dont vous avez prévu l'itinéraire qui va aller là, à tel endroit. Et non, c'est que dans ce voyage-là, vous avez rencontré quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Une rencontre, quelquefois un accident, qui vous a permis de rentrer en contact avec telle et telle personne. Donc de l'inattendu. Par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez aller au Siam. Tenez, c'est très simple. Mais pour aller au Siam, c'est très simple, il n'y a qu'à prendre la rue de Siam. Hein. Et la rue de Siam, elle ne va pas au Siam, bien entendu. Elle va où? Chez Kermarrec. Donc c'est tout, oui, c'est inattendu, c'est complètement inattendu. Ah, attendez, mais c'est pas Kermarrec. Avant Kermarrec Dialogue, il y a Kermarrec Chocolat. Ça fait des bifurcations terribles, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, vous rentrez dans Kermarrec Dialogue et vous trouvez le gaucher boiteux. C'est complètement inattendu alors que vous croyez aller au Siam, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est Christophe Colomb. Un des plus grands inventeurs de notre histoire, c'est Christophe Colomb. Alors, je vais raconter l'histoire de Christophe Colomb. Bon, et Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé son voyage. Il avait donc un itinéraire. Il a fait de l'astronomie. Il a préparé ses voiles. Il a préparé les marées. Il a tout le bazar, tout ce que fait qu'un marin. Et par où il est allé? Et chez où il voulait aller? Réponse, en Asie.
Il voulait aller dans les Indes. Il a trouvé l'Amérique. Et c'est la plus grande invention du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il a trouvé ce qu'il ne cherchait pas. Vous entendez? Il a trouvé ce qu'il ne cherchait pas. Eh bien, je crois que c'est la phrase la plus intéressante qu'on puisse dire sur l'invention. Nous sommes ici dans une grande surface de livres. Mais il y a des entreprises qui s'appellent les grandes surfaces où on vend tout. Où on vend, enfin bon, des grands magasins, n'est-ce pas? Bon. Et il y a un homme qui a inventé les grands magasins. Il a inventé les grands magasins dans les années 1850-60. Il s'appelait Boucicaut. Et Boucicaut, il a son nom dans une station de métro. Hein. Ah, vous connaissez l'histoire des stations de métro, ça me passe par la tête. L'année dernière, Guingamp avait battu Rennes, vous vous rappelez, en Coupe de France. Passant par la station Rennes, les supporters de Guingamp avaient effacé Rennes et avaient mis Guingamp à la place. Ça, vous voyez, on croyait arriver à Rennes ou arriver à Guingamp. Enfin, je m'arrête. Donc, Boucicaut invente les bons marchés. Alors, qu'est-ce qu'il invente? Il invente une énorme surface où il vendra tout. C'est-à-dire de l'alimentation, des vêtements, des outils, enfin tout ce que vous savez. Et par conséquent, il prépare son magasin, comme l'autre prépare son voyage, il prépare son magasin et il classe ce qu'il va vendre. Et il met là l'alimentation, là les vêtements pour hommes, là les vêtements pour femmes, là les vêtements pour enfants, là les outils, etc. Bon. Et il ouvre son magasin et il a un grand succès. C'est un succès mémorable que Zola raconte dans Le Bonheur des Dames, qui est sur Boucicaut, très bien. Là, il l'appelle Le Bonheur des Dames, très bien. Et là, il est content de son succès. Et puis non. Parce qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, il s'aperçoit que le chiffre d'affaires avait monté et qu'il plafonnait. Que le chiffre d'affaires était absolument constant, qu'il ne gagnait plus, qu'il n'avait plus de croissance. Et un matin, pris d'une intuition subite, il arrive à son magasin 2 heures avant l'ouverture et il bouleverse toutes les classifications. Il met les habits avec les aliments, avec les outils avec les soutiens-gorge, tout ce que vous voudrez. Il échange tout. Et par conséquent, la ménagère qui arrive pour acheter une botte de poireaux, elle cherche où est la botte de poireaux. Elle a du mal à trouver l'alimentation, mais elle est obligée de passer par les chandails. Ah, elle s'aperçoit que son fils a besoin d'un chandail. C'est un chandail. Et elle passe par les clés à molette. Ah mon Dieu, mon mari, hier, avait cassé sa clé à molette. Donc au lieu d'acheter une boîte de poireaux, elle achète 3 choses. Et le chiffre d'affaires bondit. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, il ne faut pas se mettre à la place de Boucicaut, l'inventeur du grand magasin. Il faut se mettre à la place de la ménagère ou de l'acheteur. L'acheteur, il est paumé. Il est en voyage. S'il allait acheter sa boîte de poireaux directement à l'endroit de la boîte de poireaux, il serait comme notre voyageur qui va à Landerneau et qui est sûr d'aller à Landerneau par la route de Landerneau qui va toujours à Landerneau. Ça, c'est facile. Mais là, la route de Landerneau, la route de la botte de poireaux, elle passe par la clé à molette, par le chandail, etc. Vous voyez, elle passe par d'autres choses. Elle découvre ce qu'elle ne cherchait pas. Nous y sommes. Exactement comme Christophe Colomb. Elle découvre ce qu'elle ne cherchait pas. Et par conséquent, là, il y a une idée sur l'invention qui n'est pas celui qui est faible, boiteux, etc., mais qui substitue à l'ordre le désordre. Il y a dans le désordre quelque chose de plus fertile, de plus fécond que dans l'ordre. Et il y a la classification bien ordonnée, et là, on y trouve toujours ce qu'on cherche. Mais quand on est un peu paumé dans ce qu'on cherche, nos amis anglais appellent ça serendipity. Vous connaissez ce mot-là, d'ailleurs, nous l'avons accepté en langue française à l'Académie. Serendipité, on peut dire. Bon. Et ça veut dire une chose très simple. Vous cherchez dans le dictionnaire Larousse la signification d'un mot que vous ne connaissez pas. Vous cherchez. Mais en feuilletant, vous tombez sur d'autres mots. Eh bien, je suis persuadé que la plupart des grands inventeurs
ont toujours trouvé quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. Et c'est très simple de le comprendre. Parce que s'ils le cherchaient, ça, ils l'auraient déjà trouvé. Donc ils ne le cherchaient pas. Donc ils ont cherché et ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne à l'invention un côté un peu romantique, un peu aléatoire, un peu... Enfin quoi, la grande aventure. C'est une grande aventure que d'inventer. Voilà. Et donc on a des exemples tout le temps de ça. Alors, prenons un autre exemple encore. Je dis, peut-être vous allez m'interroger là-dessus, mais bon, qu'il n'y a aucune méthode pour inventer. Il n'y a aucune méthode. La méthode de Descartes, elle ne sert à rien. On l'a souvent remarqué. Bon. Ah mais si. Il y a des méthodes qui servent. Par exemple, si je veux faire une tarte tatin, il faut que j'aille chercher dans le livre des gâteaux la recette de la tarte tatin. Si je ne suis pas la recette de la tarte tatin, je ne ferai pas une tarte tatin. Je la raterai. Donc il faut que je suive la méthode strictement, tant de farine, tant de... etc. Donc la recette de la tarte tatin vous amènera toujours à la tarte tatin. Ah oui, mais il y a un problème, c'est que comment on fait les sœurs tatin pour trouver la tarte tatin? Elles n'avaient pas la recette de la tarte tatin au moment où elles ont inventé la tarte tatin. Et comment elles l'ont inventée? Oh, c'est très simple. L'histoire le connaît parfaitement. Elles ont eu une maladresse. Elles avaient la tarte, elles l'ont renversée. Elles l'ont mis à l'envers. Vous entendez? Elles étaient maladroites. Maladroite, ça veut dire gaucher, non? Maladroite. Tout à l'heure, j'ai dit en commençant que j'avais fait ce livre à la suite de Petite Poucette. Et que j'avais fait ce livre à la suite de Petite Poucette parce que Petite Poucette était le personnage, c'est-à-dire le symbole ou l'incarnation des nouveautés qui nous étaient advenues à l'occasion des nouvelles technologies et qui nous arrivent sans arrêt encore. Et par conséquent, je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que ces nouveautés. Et j'avais tombé sur le gaucher boiteux. Très bien. Donc c'est bien à l'occasion de ce qui se passait aujourd'hui que j'ai posé cette question. Alors je reviens maintenant aux inventeurs avant de répondre directement à votre question. Voilà. Madame, vous avez inventé quelque chose en mathématiques, ou etc. Eh bien, dès lors que cette nouveauté arrive, les gens ne peuvent pas la lire parce que c'est nouveau. Les nouveautés sont extrêmement difficiles à lire. Et c'est pourquoi que la plupart des inventeurs sont des gens qui n'ont pas été reconnus généralement. Je ne sais pas, moi, vous connaissez l'histoire peut-être de l'inventeur de l'ordinateur. L'inventeur de l'ordinateur s'appelle Turing. Et Turing était professeur à Cambridge, professeur d'arithmétique à Cambridge dans les années 35-36. Et c'est là qu'il invente les premières méthodes qui sont arrivées, qui nous ont permis ensuite de construire les ordinateurs. Très bien. Arrive la guerre en 39, la guerre mondiale en 39, et il est recruté au service du chiffre de l'amirauté. Et là, il travaille au service du chiffre de l'amirauté et il met à la disposition de son pays en guerre ses talents de décodeur, de codeur, décodeur de messages, puisque c'était ça son métier originel. Et il lui arrive une histoire extraordinaire, c'est que tous les messages chiffrés de l'amirauté allemande étaient chiffrés à l'aide d'une machine nouvelle que les Allemands avaient plus ou moins montée. Et il arrive, dans les années 40-41, à reconstruire plus ou moins la machine des Allemands, et il trouve le code des Allemands. Et les Alliés, pendant toute la guerre, connaissaient parfaitement l'évolution des bateaux allemands, l'évolution des armées allemandes, et n'ont cessé, pendant toute la guerre, d'essayer de cacher aux Allemands qu'ils lisaient à livre ouvert leur propre code. Et donc on peut dire, et je le dis sans risque de me tromper, que Turing a gagné la guerre. Que Turing a gagné la guerre, tout simplement. Hein. Il a gagné la guerre beaucoup plus que 1000 généraux, que 1000 stratèges, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, et il reprend humblement sa chaire d'arithmétique à Cambridge
dans les années 46, 47, vous voyez, après la guerre. Et un jour, il est victime d'un cambriolage. Et il va porter plainte au commissariat, enfin, l'équivalent anglais du commissariat. Et le commissaire lui dit, mais vous avez plus ou moins l'idée de qui a fait ce cambriolage? Oh oui, 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 dit Turin, je le sais parfaitement, qui m'a cambriolé, c'est mon amant. C'est votre amant, dit le commissaire. Ben oui, c'est mon amant qui m'a cambriolé, il s'est fâché avec moi, il a tout emporté en partant. Ah oui, mais vous savez, dit le commissaire, que l'homosexualité est un crime en Angleterre. Il a été mis en tôle. Et il est passé en jugement. Il est passé en jugement et il a été condamné à ceci, à cela, ça n'importe pas. Et il a été condamné de telle sorte qu'il s'est suicidé. C'est-à-dire que l'Angleterre a mis à mort la personne même qu'il avait sauvée. Vous voyez donc, la destinée des inventeurs n'est pas toujours très drôle. Vous voyez, la destinée. Et ça arrive souvent. D'ailleurs, je parle des îles britanniques là. Je pourrais parler de la France. Vous savez, nous avons guillotiné le plus grand chimiste imaginable, c'est Lavoisier. Lavoisier avait tout inventé dans la chimie moderne, on lui a coupé le cou, hein, tout simplement. La République n'a pas besoin de savants, vous vous rappelez de ce mot illustre. Par conséquent, celui qui a inventé la théorie des plaques, Wegener, tout le monde s'est moqué de lui pendant 40 ans. Oui. Et puis il faut lire la thèse de Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, le grand romancier, Louis-Ferdinand Céline était médecin. Et quand on fait sa médecine, comme vous le savez, il faut écrire une thèse. Et bien, il écrit sa thèse. Et je vous raconte sa thèse. La thèse de Louis-Ferdinand Céline porte sur un médecin viennois qui, dans les années, disons, je sais pas, 1850-60, dirigeait 2 hôpitaux à Vienne, 2 maternités à Vienne, parce qu'il était obstétricien et accoucheur. Très bien. Et dans une de ces maternités, il avait un pourcentage de fièvre puerpérale très élevé, et dans l'autre, il avait un pourcentage de fièvre puerpérale mortelle, comme vous le savez, parce que les femmes, à l'époque, mouraient en couche assez fréquemment, un pourcentage beaucoup moins élevé. Et dans le pourcentage moins élevé, c'était des bonnes sœurs qui étaient infirmières, et dans l'autre, c'était des étudiants en médecine, qui jouaient le rôle d'infirmiers. Et puis, il s'aperçoit un jour qu'un de ses collègues est mort parce qu'après avoir découpé un cadavre, il a pris une infection. L'infection l'a emporté, il est mort. Alors, il est frappé de cette affaire et il dit à ses étudiants en médecine, qui étaient infirmiers, justement dans le second, il lui, lavez-vous les mains. Il se lave les mains et il n'y a plus de fièvre puerpérale. C'est-à-dire, entre le moment où il découpait les cadavres et où vous accouchez les femmes, il ne se lavait pas les mains. Ça vous paraît scandaleux. Je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure. Eh bien, c'est une invention formidable. C'est ce qu'on appelle l'invention de l'hygiène. C'est tout bête que ça. C'est une invention qui a été décisive dans le monde contemporain. Il a été condamné par la totalité des médecins de son époque. Et il en est mort. Et il a été condamné par les médecins de Paris, les médecins de Berlin, les médecins de Londres et de Vienne. Voilà. Et donc, il a passé une existence misérable. Vous voyez donc, là encore, la destinée de l'inventeur n'est pas commode. Pourquoi? Parce que, alors, vous allez me dire, c'est scandaleux que les médecins n'aient pas... J'ai mis longtemps à comprendre, moi, la thèse de Céline, parce que, mais pourquoi ne se lavait-on pas les mains? N'est-ce pas? Pourquoi? Et je l'ai trouvé assez récemment, il y a 1 an seulement, en lisant certains textes du Moyen-Âge. Et je l'ai compris tout simplement. Vous ne vous rendez plus compte que la plupart des maladies infectieuses autrefois venaient de l'eau. Venaient des sources, venaient des marigots, venaient des fleuves, vous voyez, venaient de l'eau. Et par conséquent, les gens pensaient que la crasse était une cuirasse qui les protégeait de l'eau. Mais oui, c'est exactement l'idée inverse que nous avons. Et par conséquent, comme cette espèce de cuirasse nous permettait de nous protéger de l'eau, se laver les mains, c'était exactement l'inverse. C'était mettre de l'eau à l'endroit précisément où c'est dangereux. Et donc, l'invention de Semmelweis était exactement à l'inverse du monde dans lequel les médecins se trouvaient. Et donc, c'était une invention, mais elle était illisible.
voyez ce que je veux dire? Les nouveautés que nous sommes en train de vivre, nous ne les voyons pas. Nous ne les reconnaissons pas comme nouveautés. Il y a des preuves à ça, c'est que la plupart de nos institutions sont tellement décalées par le monde, par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'on voit très bien que nos institutions ne peuvent pas lire le monde dans lequel elles vivent. Vous voyez, que ce soit des institutions universitaires, politiques, hospitalières, tout ce que vous voudrez, elles n'arrivent pas à lire le monde dans lequel nous vivons. Par conséquent, c'est un état à peu près normal, cette affaire-là. Donc, quand on essaie de comprendre le monde dans lequel nous vivons, il faut trouver assez de lucidité pour lire des choses qui sont très difficiles à lire. Voilà. Il n'y a rien de plus difficile à lire que la nouveauté. Voilà. Et par conséquent, l'inventeur mène toujours une existence assez difficile. Non seulement il est gaucher et boiteux, mais on lui tape dessus pour qu'il boite un peu plus. Peut-être la page dont je suis le plus content dans le gaucher boiteux. On dit souvent que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse ou la pratique de la sagesse, ou la sagesse de l'amour, je ne sais pas. Enfin bon. Mais j'ai pris le mot sage dans un autre sens. C'est dans le sens de sage-femme. Voilà. Sage-femme, on parlait de l'accoucheur tout à l'heure, ça tombe bien. La sage-femme, c'est la personne qui aide la parturiente, qui est là pour collaborer, pour aider à l'accouchement de ce gosse, de cet enfant nouveau-né. Eh bien, je crois que le rôle du philosophe aujourd'hui, par les temps que nous vivons, difficiles à comprendre, plein de transformations qui affolent beaucoup de gens, vous voyez, et plein de nouveautés difficiles à comprendre, eh bien, le rôle du philosophe, c'est ça. C'est aider à l'accouchement du nouveau monde. Aider à l'accouchement de cette chose nouvelle qui nous étonne tant et qui fait tant transformer le monde aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas mourir avant de devenir sage-femme. Voilà. Je ne savais pas pourquoi les sapins étaient de forme triangulaire. Le savez-vous? Hein? Et vous savez, les sapins, ils sont de forme triangulaire. Alors, j'ai demandé un peu partout, puis je suis tombé quand même sur la bonne botaniste de l'Académie des sciences, la copine, qui me dit pourquoi ce sapin? Oh, elle me dit c'est très simple. C'est très simple. Les cellules sommitales du sapin sécrètent un poison, ou plutôt une substance toxique, et cette substance toxique descend lentement le long du tronc. Et bien entendu, en descendant lentement le long du tronc, elle est de moins en moins toxique, puisqu'elle rencontre, elle se dit, elle en laisse, elle diffuse, etc. Donc, les branches qui démarrent en haut du sapin sont toutes petites parce que la substance toxique les empêche de se développer, et à mesure que la substance toxique descend, les branches se développent de mieux en mieux. Et par conséquent, le sapin est triangulaire. Tandis que d'autres arbres, comme l'érable-boule, par exemple, ne sécrètent pas du tout de substances de ce genre. Par conséquent, toutes les branches ont la même chance de se développer. Donc, cet arbre fait la sphère au lieu de faire le... Ça vous dit rien. Notre société est le plus souvent triangulaire. Hein. Elle est en forme de pyramide, avec un chef, et puis, etc. Et puis il y en a très peu en haut. Hein. La substance toxique doit être importante. Oui. Et puis à mesure que ça descend, il y a moins de substances toxiques. Vous voyez, ouais. C'est intéressant. Mais je ne veux pas être méchant, bien sûr. Non, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est que nous sommes aujourd'hui dans les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, c'est un réseau. Hein. C'est un réseau. Et il faut réfléchir sur le réseau. Et le réseau, ce n'est pas du tout la forme triangulaire, la forme conique ou la forme pyramidale des sociétés que nous avons l'habitude de connaître, n'est-ce pas? Et il faut réfléchir sur ce réseau. Bon, alors, il faudrait prendre des exemples. Disons, j'allume mon poste à l'heure des informations, et il y a un animateur, et puis il y a des millions de récepteurs. Hein. J'assiste à
à une conférence à la librairie Dialogue chez Charles Kermarek, il y a un imbécile qui parle, et puis il y a des centaines de gens qui l'écoutent. Ouais. Et ça, c'est la forme pyramidale, forcément. Ah oui, mais attention, dans un réseau, c'est très différent. Dans un réseau, c'est très différent. Au lieu d'avoir un émetteur et beaucoup de récepteurs, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Et par conséquent, dès le moment où il y a autant d'émetteurs que de récepteurs, ça induit l'idée que peut-être la forme pyramidale de la société pourrait peut-être peu à peu se dissoudre et donner lieu à l'invention de nouvelles institutions où précisément l'égalité serait respectée. Voilà. Alors, je n'ai pas en main cette invention-là. Je crois que celui qui inventera ça, ça sera le grand génie politique du XXIe siècle. Mais l'idée de l'égalité entre le nombre d'émetteurs et le nombre de récepteurs dans un réseau donné doit, à mon avis, changer beaucoup nos institutions. C'est ça la question. Et les grands-papas Ronchon, il dit toujours aujourd'hui c'était mieux avant, hein, c'est ça. Et je lui réponds, ça tombe bien parce qu'avant, justement, j'y étais. Parce que j'ai l'âge, moi, de grand-papa Ronchon. Et donc j'y étais, ça tombe bien, mais je vois très bien de ce dont il s'agit. Et avant, c'est vrai, tu as raison, c'était beaucoup mieux. On était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ceausescu, rien que des braves gens. Rien que des braves gens. 150 millions de morts, ça, oui, entre telle date et telle date, rien que des braves gens. C'était tellement mieux, oui. Eh bien non, c'était pas mieux. Et ce pourquoi j'ai appelé l'âge doux, c'est que, quand même, depuis 1945, vous êtes en paix. Et cela, qui a duré 65 à 70 ans, n'était pas arrivé en Europe depuis la Pax Romana, c'est-à-dire depuis 2500 ans. Et donc, c'est un événement absolument nouveau. Nous sommes en paix depuis 60 ans, et par conséquent, oui, c'est un âge doux à ce point de vue-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas seulement doux du point de vue des nouvelles technologies, parce qu'on est dans le virtuel plutôt que dans le réel. Oui, c'est vrai que c'est doux au sens de soft, vous voyez. Mais c'est aussi au sens en question, c'est-à-dire grand-papa Ronchon ne peut pas dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai. Tout est là pour dire le contraire. Nous sommes en paix depuis 60 ans. Et même vous qui êtes plus jeunes que moi tous ici, quand vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans la glace, vous ne vous dites jamais « nous sommes en paix », parce que pour vous c'est évident. Bien moi je me le dis tous les matins, nous sommes en paix. Et oui, parce que moi j'ai connu en effet 25 ans ou 30 ans où la guerre n'avait jamais cessé. Oui, la guerre, tout le temps. Bon, nous sommes en paix et historiquement c'est parfaitement nouveau. Et je me souviens, puisque vous avez dit que j'enseignais aux États-Unis, j'enseignais en effet 45 ans aux États-Unis, j'avais découpé un jour dans le San Francisco Chronicle une photographie et j'avais présenté ça à mes étudiants. Qu'est-ce qu'il y a d'absolument nouveau dans cette photographie? Et c'était Bush, Blair et l'Espagnol, je crois qu'il s'appelait Aznar peut-être, oui, qui étaient réunis à je ne sais plus dans quelle île de Bahamas pour préparer la guerre du Golfe. Il dit c'est absolument nouveau. Ces trois jeunes gens qui sont réunis là sont des chefs d'État et ils ont décidé de faire la guerre. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire que des chefs d'État qui n'ont jamais connu la guerre décident de la faire. Parce que vous ne trouverez jamais dans l'histoire que vous connaissez un chef d'État qui n'ait pas connu la guerre. Tous les chefs d'État ont connu la guerre, ou l'ont fait, ou l'ont connue. Et d'ailleurs, les sciences politiques disent la guerre fait l'État et l'État fait la guerre. L'État fait la guerre et la guerre fait l'État. Oui. Et c'est fini. C'est fini pour nous, je veux dire. Dans cette presqu'île occidentale de l'Europe, nous sommes en paix depuis 60 ans. Oui. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça, cette nouveauté, je vous invite à la lire. Il est possible que vous ne l'ayez pas lue encore. Oui. Et c'est une nouveauté bouleversante. Voilà. Et c'est pour ça que humblement, je suis vraiment pour l'Europe. C'est l'Europe qui a inventé ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bonsoir monsieur, je vais rebondir sur votre dernière remarque sur le temps de paix prolongé qu'on connaît. Oui. Est-ce que les récents événements, on peut penser à Daesh, on peut penser aux tensions grandissantes avec la Russie, est-ce que l'œil du philosophe, il voit des événements qui peuvent marquer les prémices d'un changement ?
Il y a deux questions dans votre question. Il y a une question qui concerne l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver après? Et ça, je ne suis pas capable de répondre. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas je ne peux pas savoir ce qui se passera. Mais si vous me demandez ce que je pense de cette affaire, eh bien, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est-à-dire, voyons, on a beaucoup décapité, là, vous savez, dans ces régions-là. Et on m'a demandé, vous savez que je fais une émission le dimanche à France Info. Et j'avais demandé moi-même de parler de cette décapitation. Et je voulais en parler en disant que c'était une très, très, très bonne nouvelle. Alors, bien évidemment, personne n'a voulu que je fasse une émission de ce genre. Et pourtant, réfléchissons un peu. Nous avons été tous scandalisés de ce que ces personnages décapitent des prisonniers, etc., qui n'étaient pas de leur avis. Mais nous, depuis quand ne décapitons plus? Nous ne décapitons plus depuis 1984. C'est très récent, depuis l'abolition de la peine de mort. La guillotine fonctionnait encore en 1984 chez nous, et nous décapitions au nom de la justice. Et pendant la Révolution française, nous avons décapité en masse au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Nous ne décapitons plus. Mais c'est une extraordinaire bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ce qui me fait réagir aux événements dont vous parlez, monsieur, c'est de dire que nous pouvons nous lire à partir de ces événements-là. C'est-à-dire ces événements nous font lire notre propre histoire à l'envers. C'est-à-dire ce qui se passe là, nous l'avons connu et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait encore peut-être pire qu'eux. Et nous ne le faisons plus. Quelle bonne nouvelle! C'est extraordinaire. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils suivent la même évolution que nous. C'est tout. Vous voyez? Par exemple, ces gens-là tuent des gens parce qu'ils ne sont pas du même avis qu'eux. Oh mon Dieu, je suis environné de gens qui ne sont pas de mon avis. Et tant mieux, ils enrichissent ma vie. Je ne vais pas les tuer pour autant. Au contraire, vivent les gens qui ne sont pas de mon avis. Parce qu'au moins, ils rendent ma vie richissime, forcément. Donc là, il y a une évolution dans le partage de la vérité. Et nous avons appris à partager la vérité. Et ils n'ont pas appris à partager la vérité. Et je souhaite qu'ils apprennent à partager la vérité. Et ainsi de suite. Par conséquent, je vois là une sorte de décalage d'histoire, vous voyez, qui nous permet de lire notre temps, nous, et de savoir qui nous sommes en présence de ces événements. C'est Pierre Rabhi qui parle de sobriété heureuse. Il est contesté par pas mal de monde en disant que cette utopie-là ne va pas avec un monde... Laquelle La sobriété heureuse. Que Pierre Rabhi met en valeur en disant que la croissance n'est pas la solution sur la planète. Est-ce que les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain, qu'est-ce que vous leur diriez? Ils doivent inventer un monde qui doit économiser, un monde qui doit ça, c'est une créer, question. mais... Oui. C'est une question qui concerne la consommation, etc. Alors bon, puis je vais aller de sobriété, je vais en parler. Nous mangeons 2 à 3 fois par jour. Savons-nous ce que nous faisons lorsque nous mangeons? C'est très intéressant de poser la question. Pendant que nous mangeons, ça va durer, disons, 20 minutes, une demi-heure, n'est-ce pas, le repas. Savez-vous qu'un enfant sur notre planète meurt de faim toutes les 5 secondes? Depuis que j'ai commencé de parler, il y a 1 heure à peu près, plus de 100 enfants sont morts de faim. Par conséquent, la question de manger est une question vitale pour eux, pas pour nous. Et quel est le rapport entre ce que nous mangeons à notre satiété et le fait qu'ils meurent de faim? Oh, c'est très simple. Nous le savons maintenant. Il y a des études qui ont été faites sur cette question. C'est que sur le marché mondial de la bourse, les produits alimentaires sont considérés comme des produits sur lesquels on peut spéculer. Et ce n'est pas par manque de produits alimentaires qui crèvent de faim,
mais à cause de la spéculation sur les produits alimentaires. Et par conséquent, la question de manger touche tout d'un coup un problème qui est un problème de crime contre l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire de spéculer sur les produits alimentaires fait un déséquilibre tel dans la distribution des produits que nous, on mange de telle façon que l'Allemagne, je crois, jette assez de pain tous les jours pour nourrir l'Autriche, par exemple, en gros, si vous voulez, et de l'autre côté, les gens meurent de faim. Mais ce n'est pas par absence de production agricole, c'est à cause de la spéculation sur les produits alimentaires. Par conséquent, là, la question n'est pas la sobriété individuelle. Si vous voulez, vous pouvez être sobre, bien sûr, je vous le souhaite, mais ce n'est pas la question. C'est de lutter pour que les produits alimentaires ne soient plus sur le marché mondial de la bourse, ne soient plus des objets de spéculation. Et ça, c'est un militantisme que nous devrions tous avoir. Oui. Donc manger, là, est un acte, oui, peut-être politique, oui, bien sûr. Mais je vais dire quelque chose de terrible, peut-être. Est-ce que j'oserais le dire ? Quand vous mangez, vous devriez penser à ces enfants qui meurent pour vous. Prenez et mangez, car ceci est le corps de ces enfants qui meurent pour vous. Manger est un acte sacré. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, une des difficultés de nouvelles technologies, c'est que comme on peut être indépendant de la société dans laquelle on vit, on peut travailler à distance. Et beaucoup de gens aujourd'hui travaillent à distance, mais au bout d'un certain temps, ils souffrent de la solitude. Parce que la plupart des gens, quand ils vont au travail, croient qu'ils vont au travail. Mais non, ils ne vont pas au travail. Ils vont voir des gens. Ils vont pour ne pas être seuls. Mais bien sûr, dans le bureau, on n'est pas seul. Au chantier, on n'est pas seul. Dans un bateau, on n'est pas seul. Voilà. Tandis que si on travaille à distance, on serait seul. Voilà. Alors la solitude devient un des grands problèmes du monde contemporain. Ça, c'est vrai. Alors, je ne devrais pas le dire, mais bon, mon prochain livre s'appelle Solitude. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'un de mes enfants est le patron des Petits Frères des Pauvres. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres. Et ils ont lancé récemment, lui et tous les Petits Frères des Pauvres, un mouvement national qui s'appelle Mona Lisa, Mouvement national pour l'isolement des personnes âgées. Et là, c'est un mouvement tout à fait extraordinaire qui permet de résoudre le problème des solitudes des gens âgés. Et nous avons fait un dialogue pour essayer d'expliquer ce genre de problème. Et ce livre va paraître en septembre, je crois. Il s'appelle Solitude. Oui. Oui, bonjour. Le 10 juillet 1871, naissance de Marcel Proust à Auteuil. Naissance de Marcel Proust. Oui. Oui, nous sommes le 10 juillet. Oui. Et je voulais vous demander si vous avez des madeleines de Proust éventuellement. Donc à la recherche du temps perdu. Donc on retourne en arrière. Ah, si dans ma vie, il y a eu des madeleines. Oui, l'école navale ou bien le sud-ouest ou quelque chose éventuellement. Ah, oui. Mais que je sache, Brest est une immense madeleine. Parce que... Oui, bien sûr. Oui. Écoutez, je ne suis pas breton, je suis gascon, mon accent le fait voir. Mais je crois que je suis breton d'honneur. Oui, parce que quand même, l'école navale, j'ai été reçu à l'école navale, j'ai beaucoup navigué dans des bateaux qui étaient sur la rade de Brest. Et d'autre part, je le dis non sans émotion, lorsque j'étais petit, après la guerre où on ne bougeait pas, le premier camp que j'ai fait, c'était à Saint-Jean-du-Doigt, à Plouganou. Oui. Et j'avais à l'époque 13 ans, 14 ans. Et les organisateurs du camp m'avaient conduit à Brest et j'ai vu la rue de Siam dans la boue, bordée à gauche et à droite par des bâtiments en bois, où séjournaient des maçons qui étaient en train de construire la belle ville que vous habitez. Donc j'ai vu Brest détruit et en train de reconstruire. Par conséquent, pour moi, passer la rue de Siam, c'est vraiment une énorme madeleine, mon cher. Bien, merci beaucoup, Michel Serres, pour vous donner pour cette rencontre.
Oui.